avoir été en Chine, on va revenir sur notre territoire avec une actualité qui était brûlante, puisque le sujet que l'on va traiter maintenant, c'est l'aéromobilité, acteur majeur de la lutte contre les incendies. J'ai le plaisir d'accueillir le général David Pincé, ancien général de l'armée de l'air et de l'espace, ancien chef des avions de la sécurité civile et qui vient de rejoindre l'équipe de la start-up belge Rodfort qui travaille sur une nouvelle génération d'avions amphibies qui devrait prendre la suite des Canadair. Voilà, on a vécu un été qu'on avait avec des feux de forêt qu'on avait rarement connus. Vous avez été chef donc de la division avion de la sécurité. Comment ça se passe concrètement quand on doit lutter contre les incendies? Oui, bah, écoute. Oui, vous m'entendez? Merci Max. Oui, effectivement, cet été nous a permis de sentir dans nos chairs ce qu'est le poids des méga-feux auxquels on risque d'être confronté de plus en plus dans l'avenir, en particulier dans la région. Et je pense qu'on peut commencer par exprimer toute notre reconnaissance envers les soldats du feu et à titre plus personnel, envers les bombardiers du ciel, les pilotes de la sécurité civile, pour qui j'ai une très grande admiration, puisque j'ai travaillé sur mon précédent poste directement à leur contact. Il faut comprendre que l'attaque des feux, et surtout des méga-feux, ce sont des opérations aéroterrestres à part entière. En fait, vous avez les équipages qui s'entraînent au printemps et qui, de mi-juin jusqu'à la fin septembre, prennent l'alerte tous les jours sur la base pour pouvoir décoller en 30 minutes et rejoindre un feu. Il faut bien comprendre que l'attaque directe d'un feu avec un Canadair, qui est quand même la bête de somme aujourd'hui, notre outil de combat, c'est larguer 6 tonnes d'eau à 90 nœuds et à 100 pieds sur un mur de chaleur en essayant en même temps de coordonner les pompiers au sol, etc. Donc c'est un vrai métier à risque. C'est un vrai métier opérationnel où l'accumulation des expériences pendant des années et des années permet d'avoir l'efficacité que l'on a aujourd'hui. La grande question, bien sûr, c'est serons-nous capables de faire face demain ? Alors justement, est-ce que la France a les moyens? On a vu cet accroissement des feux, pas seulement en France, en Europe. Donc il y a la situation française, il y a la situation des autres pays européens. Mais tout de suite, la France, est-ce qu'elle a les moyens de faire face à ce qui est en train d'avenir? Alors, je pense que je peux témoigner que la France, aujourd'hui, a une politique globale de préparation et de lutte contre les feux de forêt qui est très robuste et très cohérente. Il y a un volet information aux populations, il y a un volet éducation, il y a le volet préparation dans lequel il y a des obligations de débroussaillage, de maintien en condition opérationnelle des citernes, ce qu'on appelle les chemins du feu. En même temps, les pompiers au sol s'entraînent de leur côté, les équipages s'entraînent du leur. Quand l'été arrive, eh bien, il y a des entraînements conjoints. Puis on passe dans une phase de préparation avec des prépositionnements de troupes au sol et en vol. Et ensuite, eh bien, on doit rentrer dans la phase, je dirais, d'action avec un travail d'anticipation qui aujourd'hui est assez complexe puisqu'il s'agit de pouvoir à la fois prépositionner des moyens sol et vol au bon endroit, les mettre en alerte au bon moment et surtout d'identifier ce que sont les zones qui sont parfois assez limitées où le risque de départ d'incendie et de propagation est le plus important. Alors, quelle est la vision stratégique que l'on a? Est-ce que la France est coordonnée avec les autres pays européens? Puisqu'on a vu que cet été, la France n'a pas été le seul pays qui a été frappé par ce genre de sinistre. Comment on se prépare à ces échéances? C'est la grande problématique aujourd'hui de tous les décideurs, qu'ils soient nationaux ou internationaux. C'est quelle est l'évaluation du risque concernant les méga-feux à un horizon 15-30 ans et comment se préparer à y faire face? C'est-à-dire de quelle capacité voulons-nous nous équiper,
quelle doctrine d'emploi, et pour pouvoir ensuite rentrer dans une loi d'équipement sur le long terme avec des recrutements et des formations. En 2017, il y avait déjà eu un été assez funeste, où il y avait eu presque une centaine de morts au Portugal, ce qui avait conduit la Commission européenne, au travers de la DG ECO, à rajouter au mécanisme de réaction aux crises, MPCU, le programme Rescue, qui vise à ce que les États se dotent de moyens et qu'ils puissent être mobilisés pour intervenir dans les autres pays en soutien, comme ça a été le cas l'année dernière lorsque nous sommes partis en Grèce ou en Algérie, et comme ça a été le cas cette année lorsque nos collègues européens sont venus nous aider dans la région. Si on veut vraiment préparer l'avenir, il faut se poser plusieurs questions. En matière d'anticipation aujourd'hui, est-ce que les nouvelles technologies peuvent nous aider? On a des réseaux de guet à vue, avec des tours. On peut mettre des avions en vol avec des pompiers, des pilotes qui observent les départs de fumée, les départs de feu. On parle beaucoup du drone aujourd'hui. Est-ce que le drone avec l'intelligence artificielle peut nous aider à mieux identifier de façon très précoce les départs de feu? On sait très bien, il faut un avion sur un départ de feu. Une heure après, on a 10 avions qui tournent pendant 3 jours. Il y a déjà eu des développements exploratoires. Le problème du drone, c'est la surface couverte par rapport à un avion, c'est l'endurance, c'est la cohabitation dans la 3e dimension avec les avions, les hélicoptères. Et pour les capteurs et l'intelligence artificielle, c'est aujourd'hui le niveau de fausse alarme que l'on a sur les identifications de départ de feu. Donc ça, c'est pour l'alerte précoce. Sur l'engagement, je pense qu'il n'y a peut-être pas encore aujourd'hui au sein de la sécurité civile une vraie culture de ce que j'appellerais la campagne aéroterrestre, parce que les avions ne gagnent pas la lutte contre le feu tout seuls. C'est toujours combiné une action des moyens aériens, hélicoptères, avions, avec les troupes au sol. Donc ce qu'on appelle dans l'armée de l'air et qu'on sait bien faire le C3I, c'est-à-dire Command, Control, Communication and Intelligence, la gestion de la bulle 3D au-dessus des feux, il y a certainement aujourd'hui possibilité de s'améliorer pour mieux coordonner les actions. Ensuite, en France, on a un concept un petit peu particulier, ce qu'on appelle le guet aérien armé, c'est-à-dire que au-dessus des zones où il y a un fort risque de départ de feu et de propagation incontrôlée des feux, on met en vol nos avions Dash 8, qui sont des avions qui peuvent emporter jusqu'à 10 tonnes de produits retardants et qui peuvent couvrir des larges zones et éventuellement intervenir en premier sur un feu. Mais ce sont des avions qui nécessitent de se poser sur une station de ravitaillement qu'on appelle un pélicandrome pour pouvoir reprendre du retardant et repartir sur les feux. Donc en fait, ça fait une rotation sur les feux toutes les 30 ou 40 minutes. Or, ce n'est pas ça dont on a besoin sur les méga-feux. On a besoin d'une vraie force de frappe, ce qu'on appelle dans les armées la concentration des moyens. Et ça, c'est la Noria aujourd'hui de Canadair. C'est au moins 4 Canadair. Un Canadair, c'est 6 tonnes d'eau. Lorsqu'il tournait à côté de la dune du Pilat, en gros, entre un écopage et un largage, il y avait 5 à 7 minutes. Et donc là, on a un effet de concentration et qui permet éventuellement de pouvoir essayer de contrôler l'expansion du feu. Est-ce que les 12 Canadair et les 8 Dash qu'on a aujourd'hui sont suffisants sur un été, on va dire, normal? Probablement. Si on a une multiplication des méga-feux, comme ça a été le cas en 2017, l'année dernière en Algérie, 250 000 hectares, et les plus de 30 000 hectares qu'on a eu dans la région cet été, il faut, je pense, envisager d'accroître nos capacités. Pour accroître notre capacité, est-ce qu'aujourd'hui, on est condamné à être prisonnier du monopole de Canadair? Le Canadair, c'est un avion conçu dans les années 70. C'est un avion dont la fabrication a été arrêtée il y a 8 ans. De Havilland Canada va relancer la construction de cet avion. Est-ce que l'on veut vraiment préparer nos combattants du feu à
s'engager pour les 30 prochaines années à lutter avec un avion d'une génération 1970, dont la maintenance est aujourd'hui très lourde. Alors justement, David, là, il y a un point, il y a plusieurs sujets qui viennent. Est-ce qu'en France, est-ce qu'il ne faudra pas se doter d'une loi de programmation contre les incendies, un petit peu comme la loi de programmation militaire, c'est-à-dire quelque chose qui mette en action une vision. Il y a le problème que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire qu'effectivement, le Canadair, c'est un avion d'une génération il y a 50 ans, c'est un concept. Est-ce qu'il n'y aurait pas besoin d'une nouvelle génération? Donc ça, c'est l'entreprise belge Seagull, qui fait le Seagull. Quelles sont les options qui s'offrent à nous pour faire face? Alors, le marché des hydravions, vous vous doutez bien, c'est un marché de niche. Je crois qu'il y a eu 180 Canadair qui ont été construits sur 50 ans, 160 qui volent aujourd'hui. Entre les pays accédants comme le Portugal et la Suède qui vont devoir se doter de flotte, le renouvellement, aujourd'hui en France, nos Canadair ont 25 ans d'âge moyen, donc dans 5-10 ans, il va falloir renouveler les flottes. On estime qu'il y a un marché minimum de 200 à 300 avions. Je parlais tout à l'heure du monopole nord-américain avec Canadair. J'ai la conviction que la capacité aérienne de lutte contre les feux de forêt est une capacité critique qui mérite la souveraineté de notre État, la souveraineté industrielle, la souveraineté de l'Europe. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de rejoindre une start-up belge qui s'appelle Rodfort et qui propose le programme Seagull. Donc Seagull, c'est quoi? On a été demandé aux clients, qu'ils soient opérateurs privés ou institutionnels, de quoi avez-vous besoin dans 10 ans? En fait, ce qu'ils nous demandent, c'est pas une usine à gaz, ils nous demandent un super Canadair. Donc le Seagull, c'est un avion moderne, à commande de vol électrique, qui sera beaucoup mieux motorisé, qui pourra emmener 2 fois plus d'eau, 12 tonnes d'eau, dont la maintenance sera moderne et intégrée, et donc qui permettra d'avoir à terme une flotte 2 fois plus capable, à nombre d'avions égal, avec une maintenance dont les coûts seront contrôlés et avec je l'espère, une disponibilité opérationnelle qui nous permettra, à l'horizon 2030, lorsque nous pourrons commencer à vendre nos premiers avions opérationnels, à ce que certains pays, dont la France, soient capables de pouvoir lutter efficacement contre les feux de forêt, en particulier les méga-feux. Et donc ce nouvel avion amphibie serait construit en Europe? Alors, Rodfort n'est bien sûr pas un grand institutionnel, un tier one de l'aéronautique. Il est prévu en fait que les parties de l'avion soient travaillées et fabriquées avec Airbus, avec Thales, avec Safran. Et la société Rodfort souhaite implanter la chaîne d'assemblage finale au sein d'un écosystème aéronautique et logistique aujourd'hui existant et très dynamique. Et c'est bien sûr pour ça que nous avons pris contact avec la région Nouvelle-Aquitaine, avec Bordeaux Métropole, avec Techno-Ouest, avec toutes les entités aujourd'hui qui pourraient nous soutenir dans notre projet d'implantation ici sur Mérignac. La chaîne d'assemblage, ça représente 450 emplois directs, autant en indirect, et la supply chain, à peu près 2000 emplois sur les 30 années à venir. Pour une région comme Bordeaux ou même comme Nantes-Saint-Nazaire, ce n'est pas un gros projet industriel, mais c'est quelque chose de très emblématique parce que je pense que c'est, à nouveau, je vais peut-être finir là-dessus, c'est réellement une capacité souveraine dont l'Europe devrait se mobiliser pour la réintégrer au-delà de tout l'aspect économique et industriel que portera ce beau programme. Merci David. Donc on voit effectivement que l'aéromobilité, c'est un acteur majeur pour préserver la nature. Donc certainement, si
les nouvelles générations de Seagull et décarboner, ce sera quelque chose d'important. Mais quand on a vu les dégâts des incendies, la menace, elle est là, elle est présente. Et du reste, ça pose la question de la durabilité. Je vais appeler maintenant Pierre Cheminade, qui va animer la table ronde suivante sur la durabilité et poser la question, est-ce que les institutions européennes, entre autres, et pas seulement, et l'environnement, ont-ils le même agenda? Merci.